Bien, bonsoir. Donc, ça fait la deuxième fois que je viens à l'invitation de l'Université populaire de l'île d'Abo. J'étais venu il y a à peu près 3 ans, je crois, pour faire 2 interventions. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé ce cours inaugural, cette conférence inaugurale, Critique sociale et émancipation. Euh, donc ça a un rapport avec le problème justice-injustice, enjeux intellectuels et politiques pour aujourd'hui. Donc j'ai essayé de voir comment on peut appréhender à partir de ressources qui sont les miennes, c'est-à-dire la sociologie et la philosophie politique, que j'enseigne à l'Institut d'études politiques de Lyon, pour éclairer ce problème. Je vais essayer de présenter certains axes transversaux de 3 de mes derniers livres, dans les différents points que je vais aborder ce soir. D'abord un livre de théorie sociologique en dialogue avec la philosophie politique, qui est un livre de tonalité plus universitaire, intitulé Où est passée la critique sociale? Penser le global au croisement des savoirs, qui est paru en juin 2012. Et puis un livre beaucoup plus court, de tonalité pamphlétaire, plus directement politique, paru en octobre 2012, La gauche est-elle en état de mort cérébrale? Et un livre paru il y a quelques semaines, en octobre 2013, donc, qui propose des réflexions philosophiques et sociologiques à partir d'un matériau qui est inhabituel pour un sociologue et un philosophe, c'est-à-dire la littérature policière. Et donc, c'est un livre intitulé Polar, philosophie et critique sociale. Ces 3 livres s'inscrivent sous des formes différentes dans un sillon commun qui est ce que j'appelle la réinterrogation des logiciels de la critique sociale et de l'émancipation. Si j'emprunte la métaphore du vocabulaire informatique, du logiciel, c'est pour pointer un niveau peu souvent perçu aujourd'hui dans les débats publics. Car souvent on a tendance à se précipiter dans une logique de la quête de l'immédiateté, que j'appellerai par la suite de mon exposé présentisme, à se jeter donc prématurément sur des réponses. Et en se jetant trop prématurément sur des réponses, on n'a plus le temps d'interroger les logiciels de la pensée, c'est-à-dire les modalités même de formulation des questions et des problèmes. Et comme on n'interroge pas la façon dont automatiquement on formule les questions et les problèmes, on a souvent des réponses analogues qui sont générées par les mêmes logiciels et qui sont assez convenues et décevantes. Donc ici, je vais essayer de m'interroger sur ce niveau des logiciels, de la formulation même des questions et des problèmes. Un niveau qui est fréquemment oublié, mais qui justement a fait la fierté du travail intellectuel dans le sillage des Lumières du XVIIIe siècle. Puisque les Lumières du XVIIIe siècle, justement leur fierté, c'est la formulation des problèmes, le questionnement des préjugés, des stéréotypes, la mise à distance des automatismes de la pensée, des évidences, la prise en compte des complications des questions, et donc contre les manichéismes et les simplismes. Les quelques réflexions que je vais proposer aujourd'hui s'inscrivent alors dans ce que j'appelle une visée de relance au XXIe siècle, on est au début du XXIe siècle, d'une critique sociale émancipatrice. Alors qu'est-ce que j'entends par critique sociale émancipatrice? D'abord critique sociale. La critique sociale, c'est l'analyse qui pointe les aspects négatifs des sociétés existantes, les injustices, les inégalités, les dominations. Mais cette critique du négatif, elle se situe dans l'horizon d'un positif, le plus souvent, que j'appellerais ici émancipation, puisque c'est un terme justement qui était celui des Lumières. Émancipation dans le sens où que ce mot a commencé à prendre au XVIIIe siècle, notamment dans le fameux texte de Kant, Réponse à la question Qu'est-ce que les Lumières, de 1784, où Kant répond une sortie de l'homme hors de l'état de tutelle. Une sortie de l'homme hors de l'état de tutelle, ça serait ça l'émancipation dans la logique du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il s'est passé bien des choses depuis Kant. Après la naissance du mouvement socialiste au XIXe siècle, après les apports des sciences sociales modernes, je parlerai plutôt d'une sortie des dominations dans la construction d'une autonomie individuelle et collective, qui suppose à chaque fois des conditions sociales particulières. Dans ce contexte actuel, je ferai une hypothèse particulière. Un des enjeux principaux de la galaxie critique et émancipatrice aujourd'hui consiste à réexaminer ces logiciels, c'est-à-dire la façon même de formuler les problèmes et les questions pertinentes. C'est-à-dire que
pour moi, il y a dans la situation actuelle un enjeu que j'appelle méthodologique particulier, qui touche, on pourrait dire, à la tuyauterie conceptuelle de la critique sociale et de l'émancipation. Et d'une certaine façon, on aurait besoin aujourd'hui, plus que de gens qui nous fournissent des réponses, de plombiers des tuyauteries conceptuelles, des tuyauteries théoriques. Bon. Et donc je vais essayer ce soir d'être un peu un plombier des tuyauteries conceptuelles pour penser la question de la critique et la question de l'émancipation. D'où l'utilité de dialogue entre des mouvements sociaux critiques, des militants politiques, une galaxie artistique, et puis la philosophie et les sciences sociales. Mais justement, il y a l'utilité de ces dialogues particuliers aujourd'hui, parce qu'il y a le besoin de cette composante méthodologique, mais en même temps, la période se caractérise par un affaiblissement des liens tissés historiquement à gauche entre le travail intellectuel et l'action de transformation sociale. C'est ce que j'ai appelé dans ce pamphlet la quasi-mort cérébrale de la gauche et des gauches. Quasi-mort cérébrale qui touche d'abord la gauche sociale-libérale au gouvernement, mais qui atteint aussi sous des formes moins aiguës, partiellement différentes, mais également périlleuses, les gauches critiques et radicales. Donc personne à gauche n'est complètement indemne de cette tendance à la mort cérébrale, à la désintellectualisation. Alors, mon propos aura deux grandes parties. Une partie critique, afin de secouer certains automatismes intellectuels, et puis une partie exploratoire pour dessiner quelques pistes. Alors d'abord, la partie critique, donc j'ai appelé « Secouer les automatismes intellectuels de la critique sociale et de l'émancipation ». Alors, je ne vais pas aborder l'ensemble des automatismes de pensée que j'ai pu prendre comme objet dans les livres que j'ai cités, mais je vais en prendre trois grands types, qui constituent certains des obstacles à un renouveau intellectuel à gauche aujourd'hui, au carrefour donc des mouvements sociaux, des organisations politiques et des intellectuels professionnels. Ces trois types d'automatismes, j'ai choisi justement des automatismes qui ne concernent pas simplement une gauche, mais qui traversent la plupart des gauches, du hollandisme aux gauches radicales. Donc, pour bien voir que les tendances à la désintellectualisation, les problèmes ne sont pas simplement liés à la gauche de gouvernement. Premier obstacle, premier automatisme intellectuel, premier logiciel, ce que j'ai appelé la diabolisation des médias et l'oubli du s'émanciper. Quand il y a un problème, une explication simple et rassurante intervient souvent dans les milieux militants ou dirigeants de gauche, de gouvernement ou contre le gouvernement. C'est la faute aux médias. C'est d'ailleurs un thème qui est présent aussi à droite, au centre et à l'extrême droite. C'est sans doute l'élément le plus convergent de l'ensemble des forces politiques, c'est la force aux médias. C'est la faute aux médias. Peut-être que même aujourd'hui l'idéologie dominante c'est la faute aux médias, puisque ça concerne l'ensemble de l'espace politique. C'est une formule dans laquelle se mêlent souvent des accents conspirationnistes, dans la vision des médias, dans les émetteurs qui manipuleraient les personnes, dans une sorte de conspiration obscure, et une vision misérabiliste du côté des récepteurs des médias. Les gens seraient complètement aliénés par les médias, abrutis par les médias, on dit. Par la propagande des médias. C'est une tendance manichéenne assez à l'œuvre dans la critique sociale actuelle, ce que j'appelle de manière polémique dans La gauche est-elle en état de mort cérébrale, ce que j'appelle la pensée monde diplo du magazine Le Monde diplomatique, qui est beaucoup apprécié dans la critique sociale, mais qui me semble faire beaucoup de dégâts aussi pour moi, dans une simplification de la critique sociale. Ce type de posture critique, c'est la faute aux médias habituels, avec ses impensés, pourrait nous empêcher de relancer la question de l'émancipation. Pourquoi ? La relance d'une perspective émancipatrice à la sortie des tutelles de Kant doit pouvoir clarifier un problème lexical qui se présente aussi comme un problème politique. Le cœur radical des traditions émancipatrices, historiquement en France et d'ailleurs dans le monde, renvoie au verbe pronominal s'émanciper. Ça renvoie donc à l'idée d'auto-émancipation. Rappelons-nous la phrase écrite par Marx dans les statuts de la première internationale ouvrière, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Une auto-émancipation. Ce qui suppose donc s'émanciper, que les individus et les groupes qui s'émancipent donnent un caractère actif et non pas passif au mouvement d'émancipation. Or, il y a un danger à rabattre
l'émancipation, souvent, sur le verbe transitif émanciper. Émanciper, par exemple, dans le geste qui émancipe les esclaves, hein, par exemple aux États-Unis. Hein, les esclaves émancipés par leur maître, c'est très différent de Spartacus. Spartacus, il s'émancipe lui-même. Les esclaves aux États-Unis, certains d'entre eux, sont émancipés par leur maître. Donc c'est très différent. Émanciper les esclaves ou s'émanciper. Verbe pronominal ou verbe transitif. Parce que si on est du côté de l'émanciper et non pas du s'émanciper, ben on n'abolit pas le fameux état de tutelle de Kant, puisqu'on trouve une nouvelle tutelle, ceux qui vont émanciper les autres. Cependant, le problème, c'est qu'historiquement, il y a différentes figures historiques. L'instituteur républicain et socialiste de la Troisième République, l'avant-garde révolutionnaire dite léniniste du début du XXe siècle, ont eu tendance à déplacer le s'émanciper vers l'émanciper, faisant apparaître de nouvelles tutelles vis-à-vis des opprimés. Il s'agit, alors que ce soit l'instituteur républicain ou socialiste ou l'avant-garde révolutionnaire, les individus seraient dans la caverne, pour reprendre une métaphore de Platon, et il s'agit de les prendre par la main et de les amener à la lumière. Mais à travers une nouvelle tutelle. Donc on ne s'émancipe pas des tutelles, puisqu'on constitue une nouvelle tutelle qui va émanciper les autres. On trouve ça, disons, dans la figure de l'instituteur républicain et socialiste, comme dans l'avant-garde révolutionnaire léniniste. Donc je prends bien les deux grandes matrices de la gauche encore aujourd'hui. Et on peut observer que dans la politique moderne la plus ordinaire, la professionnalisation politique, le fait que la politique est devenue de plus en plus un métier de professionnel, continue à fournir, alors là, de tous les côtés de l'espace politique aussi, à l'extrême droite, à droite, au centre, à gauche, dans la gauche radicale, quantité d'hommes et de femmes, d'ailleurs, de plus en plus providentiels, qui prétendent émanciper le peuple. Donc on est du côté de l'émanciper, non pas du s'émanciper. Alors pourquoi le fameux « c'est la faute aux médias » serait en rapport avec cette question de l'émancipation et la différence entre le s'émanciper et l'émanciper? Ce qu'on peut voir, c'est que les médias occupent, par rapport à, disons, à des périodes antérieures, une place accrue dans la politique contemporaine. Sans doute peut-être une place plus restreinte qu'on ne le croit souvent exagérée par les journalistes eux-mêmes. Les journalistes, évidemment, ont tendance à gonfler leur importance. Et les critiques les plus manichéens des médias augmentent aussi l'importance des médias dans le cours du monde. Par conséquent, critiquer radicalement les médias et diaboliser les médias renvoie à deux postures assez différentes. Une critique radicale des médias s'efforce de saisir des logiques dominantes qui sont à l'œuvre dans les médias, la quête du scoop et du nouveau, la circulation circulaire de l'information à travers les différents médias, le privilège accordé au format court par rapport au format long, etc. Et puis aussi des formes générales qui ne concernent pas que les médias, le type de propriété, le poids de la logique marchande, etc. Tout ça, ça pèse sur la production des informations et du divertissement. Toutefois, le champ journalistique, selon l'expression de Pierre Bourdieu, est doté d'une autonomie relative et a une spécificité, se trouve traversé par des conflits et des contradictions propres. Ce qui pointe deux tâches pratiques. Il faudrait à la fois s'émanciper de la tutelle des médias et jouer de leurs contradictions. Puisque c'est un espace autonome qui n'est pas simplement le produit de contraintes générales. Les sciences sociales critiques fournissent dans cette perspective une série de ressources assez utiles qui ne prennent pas seulement en compte le poids des médias émetteurs, mais qui également s'intéressent à la place des récepteurs. Une des grandes figures de ce type d'analyse radicale est très peu connue. C'est un chercheur britannique d'inspiration marxiste qui s'appelle Stuart Hall et qui est un des promoteurs, des fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui en sciences sociales les cultural studies. L'intérêt de Stuart Hall dès les années 70 a été d'associer dans son approche 4 aspects principaux importants pour l'analyse des médias. Les conditions capitalistes de production des messages médiatiques, la propriété des médias et le fait que c'est aussi une marchandise l'information, premier élément. Le contenu stéréotypé des messages, les messages produits par les médias sont liés à certains types de stéréotypes, de classe, de genre, etc.
L'autonomie relative des règles professionnelles, les médias, c'est produit par différents métiers. Hein, et alors mais des métiers très techniques, avec des savoir-faire propres, qui ont une histoire propre. Et donc l'histoire, l'autonomie professionnelle des règles professionnelles de production est important. Un caméraman, c'est pas exactement un journaliste, il a une histoire du métier de caméraman. Les producteurs, c'est quelque chose de différent. Les réalisateurs, c'est quelque chose de différent, etc., etc. Il y a une multiplicité de métiers et de règles professionnelles et de savoir-faire professionnels qui produisent les médias, qu'on oublie souvent. Hein. L'autonomie donc relative des règles professionnelles de production des médias et le filtrage critique variable du côté des récepteurs, ceux qui reçoivent les messages, c'est-à-dire nous. Et dans le sillage de Hall, les études de réception des médias, qui sont surtout développées dans le monde et en France à partir des années 1980, c'est-à-dire on s'est intéressé à savoir comment les gens reçoivent les médias, comment ils reçoivent les informations, comment ils reçoivent les séries télévisées, comment ils reçoivent les divertissements, etc. Bon, en faisant des enquêtes auprès des gens, comment ils reçoivent ça. Ces études de réception nous ont fait découvrir quelque chose qui n'a rien à voir avec la vision classique de la pensée Mondiblo. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent les messages filtrent ces messages. Ils filtrent ces messages de manière différente en fonction de leur groupe social, de leur sexe, de leur génération, etc. Et souvent, ces récepteurs manifestent des capacités critiques variables, différenciées et jamais nulles dans les études. Or, évidemment, c'est très différent de la vision de la pensée Mondiblo qui voudrait qu'on ait un message et puis il rentre automatiquement dans la tête des gens qui sont aliénés, qui sont complètement abrutis, et que ça rentre comme dans du beurre. Une telle vision, donc, des études de réception nous éloigne des représentations misérabilistes du récepteur, des téléspectateurs, etc., si courantes dans les milieux critiques, donc d'une masse de téléspectateurs aliénés, voire abrutis par la propagande médiatique, pour utiliser une notion de Chomsky. Les tenants de ce type de discours, d'ailleurs, se demandent rarement pourquoi ce sont les autres qui sont aliénés par les médias et pas eux qui tiennent ce discours critique. Si ce discours critique si ce discours aliénant est si puissant, on se demande comment ils peuvent eux-mêmes y échapper. Et pourquoi ce sont les autres qui sont aliénés. Et pourquoi une fonction leur a été donnée qui était de sortir les autres de la caverne parce qu'eux seraient déjà en pleine lumière. Dans cette perspective, donc, où les autres sont appréhendés de manière élitiste et méprisante comme une masse informe et passive, il n'y a plus beaucoup de place pour une émancipation des opprimés par eux-mêmes. D'où le glissement subreptice et fréquent dans la diabolisation des médias, dans la pensée Mondiblo par rapport aux médias, du s'émanciper à l'émanciper. On revient à mon problème de l'émancipation. Puisque les gens sont complètement aliénés, ils sont incapables de s'émanciper eux-mêmes, donc il faut des gens intelligents comme ceux qui lisent le monde diplomatique pour les émanciper à leur place. Et donc, finalement, cette diabolisation des médias nous amène à abandonner l'auto-émancipation. Bien que ça soit toujours le programme de ceux qui disent qu'il faut que les opprimés s'émancipent eux-mêmes. Bon. Partant, cette critique misérabiliste des médias tend à désarmer la critique sociale de certaines de ses potentialités libératrices. Ça rejoint l'instituteur républicain socialiste, l'avant-garde révolutionnaire léniniste, ou les professionnels de la politique aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces formes qui, finalement, nous disent parler au nom de l'auto-émancipation, mais en fait ont une vision tutélaire de la politique, c'est-à-dire reconduisent les tutelles dont parlait Kant. Premier, donc, automatisme intellectuel qui traverse aussi bien, disons, la gauche de gouvernement que les gauches critiques et radicales. La diabolisation des médias et l'oubli du s'émanciper, de l'auto-émancipation. Deuxième automatisme intellectuel, la peur des contradictions et la quête de l'harmonie. On a pris l'habitude à gauche de caractériser la société meilleure comme un cadre harmonieux. Alors harmonie, ça va être plutôt une expression d'inspiration religieuse et qui va marquer plutôt les courants issus du catholicisme social, ce qu'on a appelé ensuite les chrétiens de gauche. Ou alors pour les courants socialistes communistes, on va parler de dépassement des contradictions sociales dans une synthèse. Là, on va s'inspirer d'un philosophe qui est Hegel et qui a une certaine vision, disons, de la philosophie dialectique, où les contradictions se dépassent dans une synthèse. Bon. Ainsi, une vision simplifiée des contradictions dans une société, inspirée d'une lecture assez manichéenne et simpliste de Hegel, parce que Hegel c'est beaucoup plus compliqué que ça, autour d'une triade classique dans la pensée qui est thèse, antithèse, synthèse, qui en France a donné, disons, le support à la conception du plan de philosophie, qui est aujourd'hui le plan de philosophie type dans les lycées. Bon.
Cette vision d'un peu dégradée de la pensée hegelienne, qui est devenue une structure mentale forte, puisque c'est ça qui est appris dans les classes de philosophie, thèse, antithèse, synthèse, nous dit que quand on a une thèse, on a une antithèse, une contradiction, et quand il y a une contradiction, on peut la dépasser dans quelque chose qui est au-dessus et qui résout la contradiction. Et donc, une contradiction, elle doit nécessairement être dépassée dans une entité englobante et supérieure. La perspective du dépassement des contradictions et des conflits dans une société d'harmonie est à la racine de beaucoup de pensées de gauche, et toujours encore de la gauche de gouvernement comme des gauches critiques et radicales. Cette perspective du dépassement des contradictions et des conflits dans une société d'harmonie est à la racine de nombre de contes de Noël qui enchantent les gauches l'hiver au coin du feu, dans une sorte de pensée magique. Ce sont des sortes de rails sur lesquels circulent souvent, sans s'en apercevoir, les pensées de gauche, les idées de gauche. Cette vision n'est pas la seule disponible, elle est la vision dominante. Un penseur anarchiste comme Pierre-Joseph Proudhon, une grande figure du mouvement ouvrier français, typographe et penseur autodidacte, nous a incités à sortir de ces rails pour assumer davantage la dynamique infinie des contradictions. Pour Proudhon, qui critiquait une certaine vision de la pensée de Hegel, les antinomies, c'est-à-dire les contradictions, ne seraient pas nécessairement dépassées ou résorbées. Dans le domaine des idées, comme plus largement dans la diversité des pratiques humaines. En s'inspirant de Proudhon, on pourrait considérer que les antinomies, les contradictions, sont premières logiquement, et leur éventuel dépassement comme un cas de figure possible parmi d'autres, et non pas comme une nécessité. On donnerait donc ainsi la primauté au principe de l'antinomie sur celui du dépassement des contradictions, à l'inverse de la vision majoritaire. À partir de ce cadre reformulé, Proudhon a parlé de manière stimulante alors d'une équilibration des contraires. Équilibration des contraires, c'est justement quelque chose qui ne prétend pas abolir les contradictions quand on vise à construire une société meilleure. Une société meilleure n'est pas une société qui abolit les contradictions et les conflits, c'est une société qui crée un espace pour traiter autrement les contradictions et les conflits. C'est un chemin différent de ceux qui choisissent l'harmonie par peur des contradictions. Par exemple, une société mieux organisée va-t-elle abolir pour autant les tensions entre deux grandes logiques, la solidarité d'une part et les singularités des individus d'autre part? Je ne pense pas. Le grand philosophe de la singularité, qui est Emmanuel Lévinas, parlait de manière subjective de comparer l'incomparable. Comparer dans un espace commun de solidarité, l'incomparable, c'est l'unicité de chaque être humain. Et c'est peut-être un des grands défis de la politique de comparer l'incomparable, de créer un espace commun entre des personnes qui sont singulières, donc qui sont incomparables. J'avais développé d'ailleurs ce point, je ne vais pas y insister, lorsque j'étais venu la première fois en décembre 2010, ici à l'UP d'Île-d'Abo, et j'avais un peu développé sur cette pensée de Lévinas. Mais chez Lévinas, comme chez Proudhon, il y aurait une tension indépassable et infinie, qui pourrait seulement être aménagée dans des cadres plus émancipateurs, mais pas supprimer les contradictions et les antinomies. Notamment l'antinomie entre la solidarité et la singularité individuelle. La fédération, par exemple, constituait pour Proudhon un cadre politique pour une telle équilibration des contraires. Proudhon est un grand penseur du fédéralisme, un des premiers penseurs du fédéralisme. La fédération est pensée par Proudhon justement comme un espace politique qui va permettre une équilibration des contraires, c'est-à-dire un aménagement autre des conflits et des contradictions, plutôt qu'une suppression. Ce chemin, plus pragmatique, tant dans la critique de l'ordre social existant que dans la perspective de l'émancipation, nous éviterait les pièges totalitaires d'un homme nouveau, calibré, aseptisé, supposerait rentrer dans le rang de l'harmonie, et qui, s'il n'y rentrait pas, serait réprimé ou rééduqué de manière autoritaire, comme on l'a connu historiquement dans des expériences dites socialistes ou communistes. Deuxième, automatisme intellectuel, cette pensée de l'harmonie et cette peur des contradictions. Troisième automatisme intellectuel, à gauche, qui touche toujours les gauches les plus modérées aux gauches les plus radicales, ce que j'appelle l'automatisme présentisme et son vis-à-vis nostalgiste. Alors, quand on est dans l'action, on ne peut pas éviter d'être pris dans des urgences, toujours. Mais le danger, c'est d'être pris constamment et uniquement dans des urgences, sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait en dehors de l'action immédiate, sans avoir le temps de mettre en rapport ce qu'on fait avec le passé et l'avenir dans une temporalité qui serait plus large que le simple immédiateté. La gauche sociale libérale de gouvernement est ainsi souvent asservie à la tyrannie de l'immédiateté,
via notamment les médias. Sa tyrannie propre vis-à-vis des médias. Sans doute que les individus ordinaires sont moins sous la joug tyrannique des médias que les gouvernants eux-mêmes. Mais les milieux militants critiques sont aussi tentés de se laisser aller à un zapping continu. Par exemple, un jour c'est les retraites, un jour c'est le gaz de schiste, un jour c'est le nucléaire, un jour c'est les indignés, après c'est les révolutions arabes, après c'est la Grèce, après c'est Notre-Dame-des-Landes, etc., etc. Une fois c'est les Roms, etc., si on prend des mouvements sociaux. Et puis on passe de l'un à l'autre sans se poser de questions. Un jour c'est Beauvais, un jour c'est Besançon, un jour c'est Montebourg, un jour c'est Mélenchon, etc., etc. Dans une sorte de zapping continu et infini. Et cela sans guère d'évaluation à chaque fois de ce qu'on a fait, puisqu'on passe d'un l'un à l'autre, sans évaluation donc critique du passé, ni projection claire dans l'avenir, dans une logique qui est de l'immédiateté. Cette tendance à s'être pris dans la logique de l'immédiateté, elle est en rapport avec une transformation du temps dans nos sociétés contemporaines qui a bien été analysée par un historien français qui s'appelle François Hartog, dans un livre que je recommande qui s'appelle Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps de 2003. François Hartog a décrypté la pénétration dans les sociétés actuelles de ce qu'il appelle le présentisme. Qu'est-ce que c'est que ce présentisme ? C'est justement une nouvelle vision du temps dans les sociétés contemporaines, un nouveau rapport au temps. Les sociétés les plus traditionnelles auraient fait du passé le point de référence principal. C'est-à-dire qu'il s'agit de reproduire la tradition, donc c'est le passé qui est important pour les sociétés traditionnelles. Les sociétés modernes, avec les Lumières et la thématique du progrès, auraient fait du futur la référence principale. C'est le futur qui va donner la solution, à travers le progrès. Aujourd'hui, avec une certaine crise du progrès et de l'avenir, ce serait le présent qui deviendrait la référence montante, d'où l'idée de présentisme. Le présentisme, ce serait un enfermement dans le présent de plus en plus déconnecté à la fois du passé et du futur. Une sorte de présent autosuffisant. C'est une sorte de culte implicite d'un présent perpétuel, d'une immédiateté sans arrêt recommencée, et d'ailleurs en général constamment décevante. D'une certaine façon, le futur serait mangé par le présent et le passé lui-même serait mangé par le présent. Hartog nous dit, je cite, « On a affaire à un présent monstre. Il est à la fois tout, il n'y a que du présent et presque rien, la tyrannie de l'immédiat. » Ce rapport au temps, qui se développe dans les sociétés contemporaines, est ajusté au capitalisme contemporain et à sa logique néolibérale, le mouvement d'expansion de la marchandise accompagné par le mouvement de la publicité. Premier axe qui touche, donc je l'ai dit, aussi bien la gauche de gouvernement que les milieux militants critiques, le présentisme, la façon d'être absorbé par l'immédiateté, dans un zapping permanent. Mais face au présentisme, il y a parfois un autre travers qui est activé pour se protéger du présentisme, parfois par les mêmes personnes. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie d'un passé fantasmé. C'est le « c'était mieux avant » d'Alain Finkielkraut. C'est une autre façon de paralyser l'action. Parce que là, on n'est pas dans le présentisme, on n'est pas dans ce mouvement de surplace dans l'immédiateté, mais en fait, on contemple un passé mythifié en général, parce que c'est une vision assez éloignée de ce que les historiens nous disent de ce qu'était le passé en général, donc assez fantasmé comme vision du passé, mais qui ne se permet pas de se coltiner les défis du présent. C'est une façon de voir la vie dans le rétroviseur, la nostalgie. Plutôt que de répondre aux enjeux actuels, on regarde sa vie dans le rétroviseur. Donc deux tendances qui sont en lien d'ailleurs aujourd'hui. La tendance présentiste et la tendance nostalgiste. Bon. Et face à cette double tendance, il faudrait essayer, c'est un défi actuel, contre ces deux automatismes intellectuels, essayer de retrouver à la fois des racines dans le passé et des points d'appui dans l'avenir. C'est-à-dire reconnecter le présent au passé et à l'avenir. Au passé dans une mémoire critique du passé, à l'avenir dans des repères dans ce qui pourrait être un avenir différent. Donc, le défi, c'est de trouver une nouvelle alliance entre l'action présente, le passé et le futur, contre le présentisme et le nostalgisme. Alors, voilà trois automatismes intellectuels, qui sont des automatismes qui participent à la désintellectualisation aujourd'hui de la gauche, c'est-à-dire des façons de raisonner qu'on a automatiquement sans y réfléchir, et qui produisent des sortes de réponses automatiques. On circule sur des rails, sans se poser la question de sur quel rail on circule. Ce sont des figures simplement, mais c'est des figures qui empêchent de se poser des questions à gauche, qui participent à cette désintellectualisation, à cette mort cérébrale de la gauche.
Alors, une fois qu'on a identifié un certain nombre d'obstacles, c'est trois des figures, il y en a beaucoup plus, d'obstacles intellectuels à un renouveau de la pensée à gauche, il faut essayer aussi d'identifier des alternatives. Donc c'est ma deuxième partie, pistes alternatives pour la critique sociale et pour l'émancipation. Donc identifier des obstacles et essayer d'identifier des alternatives. Je ne prendrai que deux axes. Le premier axe mettra en tension deux penseurs, la philosophie de l'émancipation de Jacques Rancière et la sociologie critique de Pierre Bourdieu. Et le second explorera le matériau du roman policier à travers le thème de la mélancolie, comme une réponse à une série de problèmes qu'on peut rencontrer. Premier point, donc, j'ai appelé ça au carrefour de la critique sociale et de l'émancipation, incapacité et capacité des dominés, et puisqu'on va avoir un peu de musique tout à l'heure, du débat Rancière-Bourdieu à Michel Jonas, parce que Michel Jonas va nous aider à sortir du fatras dans lequel nous mettent à la fois Rancière et Bourdieu. Alors, je vais d'abord essayer, avant de passer à Jonas, je vais essayer de présenter le problème tel qu'on peut le trouver chez Rancière et chez Bourdieu. Donc ce premier point va me permettre de réagir aux deux premiers automatismes intellectuels envisagés dans la première partie. L'oubli du s'émanciper et la peur des contradictions. On retrouvera ce problème, la peur des contradictions, le deuxième point, et l'oubli du s'émanciper, le premier point. C'est des éléments que je développe, disons, dans les deux premiers chapitres du livre où est passée la critique sociale. On a deux grandes figures intellectuelles avec Pierre Bourdieu et Jacques Rancière. Pierre Bourdieu a renouvelé profondément les théories critiques de la domination dans un sens qu'on pourrait appeler de post-marxiste. Parce qu'il a pris en compte non pas simplement, principalement l'exploitation économique, mais une diversité de formes de domination. La domination culturelle, aussi la domination masculine, la domination politique, toute une série de dominations qui ne se réduisent pas à l'exploitation économique. Deux concepts constituent les axes de l'approche sociologique de Pierre Bourdieu, l'habitus et le champ. L'habitus, en fait, c'est la façon dont un individu a été socialisé, donc la façon dont il a constitué ses apprentissages, dans la famille, dans l'école, etc. C'est la façon dont les rapports sociaux vont rentrer dans les corps et dans les têtes des individus, à travers leur socialisation. C'est l'habitus. Le champ, c'est au contraire le monde social à l'extérieur des individus. C'est les rapports sociaux dans les institutions extérieures aux individus. Donc, c'est deux modalités qu'a Bourdieu d'appréhender le monde social, la façon dont le monde social est dans les individus, dans leur corps et dans leur tête, et la façon dont le monde social est là, à l'extérieur des individus, dans les institutions. Habitus et champ. Alors, je vais m'arrêter ici simplement sur la notion d'habitus, notion grâce à laquelle Bourdieu va suivre les traces non conscientes des dominations sociales, dans les corps des individus eux-mêmes, dans les têtes des individus. Je cite un passage très significatif sur ce plan du livre de Bourdieu qui s'appelle Méditation pascalienne, donc un livre qui s'est constitué sous l'égide de Pascal et qui date de 1997. Voilà ce qu'écrit Bourdieu. La reconnaissance pratique par laquelle les dominés contribuent, souvent à leur insu, parfois contre leur gré, à leur propre domination, en acceptant tacitement par anticipation les limites imposées, les limites de l'ordre social, prend souvent la forme de l'émotion corporelle. Honte, timidité, anxiété, culpabilité. Voilà des formes incorporées et non conscientes de la domination. L'émotion corporelle. Honte, timidité, anxiété, culpabilité. Elle se trahit dans des manifestations visibles comme le rougissement, l'embarras verbal, la maladresse, le tremblement. Autant de manières de se soumettre, fût-ce malgré soi et à son corps défendant, au jugement dominant. Donc ce que nous dit ici Bourdieu, c'est que la domination est profondément insérée dans nos corps, de manière non consciente. Et que la domination s'exprime dans des formes que nous ne contrôlons pas et qui s'expriment à travers nos corps, des émotions corporelles. La honte, la timidité, l'anxiété, la culpabilité. L'embarras verbal, le rougissement, la maladresse, le tremblement. Voilà le premier angle. Bourdieu est un des grands penseurs de la domination et de la façon, de la puissance de la domination dans les corps de chacun d'entre nous. Mais ce point de vue de Bourdieu a certains impensés que nous permet de traiter Jacques Rancière. Rancière, un philosophe tout à fait original, qui au début
de son activité intellectuelle, a travaillé avec le philosophe marxiste Louis Althusser dans les années 60, et puis qui s'est détaché d'Althusser et a construit, disons, une philosophie complètement originale. C'est sans doute, à mon avis, du point de vue de la philosophie, le plus grand philosophe français vivant. Dans un entretien de 2009, Jacques Rancière explicite sa pensée de l'émancipation, parce que toute sa philosophie est organisée autour de la question de l'égalité de l'émancipation. C'est un entretien qui s'appelle « Critique de la critique du spectacle ». Rancière, dans cet entretien de 2009, nous aide à clarifier le problème des rapports entre les théories critiques de la domination, comme celle de Bourdieu ou comme celle de Marx, et puis les philosophies de l'émancipation. Et dans ce texte, il va mettre en cause deux types d'analyses. La sociologie critique de Pierre Bourdieu, et Rancière était un de ceux qui est les plus hostiles à la sociologie de Bourdieu, donc c'est important à noter. Et puis aussi une autre figure critique importante, Guy Debord, donc le situationnisme, la critique de la société de spectacle. Donc Rancière va mettre en cause, disons, deux icônes de la théorie critique, Guy Debord et Pierre Bourdieu. Il va le mettre en cause dans cet entretien critique de la critique du spectacle, mais aussi d'un très beau livre qui s'appelle « Le spectateur émancipé », qui est aussi une réflexion sur le théâtre. Alors voilà ce qu'écrit Rancière à propos de contre Guy Debord et contre Pierre Bourdieu. C'est la manière dont toute la tradition critique marxiste révolutionnaire a absorbé un certain nombre de présupposés inégalitaires. Alors voilà ce que nous dit Rancière. Il nous dit: ceux qui critiquent la domination, comme Debord et Rancière, notamment dans une orbite marxiste ou proche du marxisme, ont eux-mêmes absorbé des présupposés inégalitaires. Dans leur théorie, il y a une vision de l'inégalité qui s'est insinuée malgré eux, d'une certaine façon. Il y a les actifs et il y a les passifs. Il y a ceux qui regardent et il y a ceux qui savent. Ce qui en gros revient à dire, il y a ceux qui sont capables et il y a ceux qui ne sont pas capables. Donc, ces critiques de la domination auraient tendance à segmenter, disons, la population en deux. Les actifs et les passifs, ceux qui regardent et ceux qui savent, les capables et les incapables. Et alors, à partir de là, il y a différentes stratégies possibles, dont la plus courante, celle de l'avant-garde révolutionnaire léniniste, ou celle de l'instituteur socialiste ou républicain. On pense qu'il faut qu'une avant-garde réunisse les gens capables pour mettre dans la tête des incapables les moyens de s'en sortir. On pense qu'il faut qu'une avant-garde réunisse les gens capables pour mettre dans la tête des incapables les moyens de s'en sortir. Alors, évidemment, là, il y a beaucoup de choses, parce que ça concerne l'instituteur républicain et socialiste, qui sont des icônes de notre mythologie républicaine. Ça concerne l'avant-garde révolutionnaire léniniste, trotskiste, maoïste, etc., guévariste et autres. Mais ça concerne aussi donc la critique manichéenne des médias dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça concerne les féministes historiques, parce que le mouvement féministe aujourd'hui est très divisé d'un point de vue générationnel. Et donc je parle des féministes les plus historiques. Celles qui expliquent que pour libérer la prostituée ou libérer la femme voilée, il ne faut surtout pas écouter ce que dit la prostituée et ce que dit la femme voilée, c'est-à-dire qu'on va les émanciper à leur place. Bon. Ou c'est ce que dit le prophète écologiste de la décroissance, par exemple, qui va expliquer que tout le monde est aliéné par la société de consommation et que tout le monde doit le suivre dans la façon d'utiliser ses toilettes sèches ou autres choses. Bon. Et donc, il y a beaucoup de pensées critiques qui sont dans cette logique tutélaire avec les capables et les incapables, et cette stratégie, on pense qu'il faut qu'une avant-garde, quoi que le nom qu'on donne à cette avant-garde, réunisse les gens capables pour mettre dans la tête des incapables les moyens de s'en sortir. Ceux qui vont permettre que certains qui sont dans la caverne aillent jusqu'à la lumière. C'est le philosophe roi de Platon, déjà. Pour Rancière, les philosophies de l'émancipation partiraient de la possibilité de l'égalité en prenant appui sur les capacités des opprimés, alors que les nombres de théories critiques de la domination partiraient de l'inégalité et donc d'opprimés supposés complètement incapables. Or, il y aurait un risque que la domination prenne toute la place, puisque les dominés seraient vus alors comme totalement soumis à la domination et, comme on dit, aliénés. Aliénés, ça veut dire qu'ils ne maîtrisent même plus leur corps. L'extérieur est en eux, ils les maîtrisent, et donc ils n'ont plus la capacité d'autonomie, ils n'ont plus de capacité. Et c'est pour ça qu'on a besoin des gens capables, qui les sortent de cet état de l'aliénation. Et par exemple, on peut jusqu'à les mettre dans des camps, soit de travail, soit de rééducation, pour que les incapables redeviennent capables. On a connu ça en URSS et en Chine. Dans cet envahissement
inégalitaire des pensées critiques, c'est une sorte d'envahissement inégalitaire non voulu et non maîtrisé des pensées critiques. Même les efforts d'émancipation des dominés tendent à être décrits comme l'effet d'une manipulation par le système, on dit une récupération par le système, ou encore une reproduction maladroite des stéréotypes dominants. Les opprimés seraient ainsi définitivement enfermés dans les cages de fer de la domination. Et leur émancipation, qui est pourtant souvent politiquement affichée, en tout cas c'est le cas chez Guy Debord et chez Pierre Bourdieu, deviendrait en fait pratiquement impossible. C'est-à-dire à la fois l'auto-émancipation est affichée, mais en même temps pratiquement elle est impossible, puisqu'elle est sans arrêt repoussée sous les prétextes des ruses de la domination. Comme Rancière l'indique dans son livre de 1987, qui est une sorte de traumatisme pour n'importe quel enseignant, qui s'appelle Le maître ignorant, toujours le maître garde sous le coude un savoir, c'est-à-dire une ignorance de l'élève. Toujours le maître garde sous le coude un savoir, c'est-à-dire une ignorance de l'élève. Et il fait reculer ainsi le maître infiniment le moment de l'émancipation, parce qu'il a toujours une avance, il a la tutelle sur l'élève. Et donc l'émancipation qui est proclamée en même temps est rendue impossible. D'où le glissement subreptice et fréquent, dont j'ai parlé tout à l'heure, du verbe pronominal s'émanciper au verbe transitif émanciper, comme on l'a vu précédemment. Alors, ces analyses qui ont une grande force et qui font l'originalité du travail de Rancière, parce qu'ils pointent un problème dans les théories critiques de la domination, conduisent Rancière à un problème, à une attitude problématique. À cause de ça, Rancière abandonne le terrain des théories critiques de la domination. En fait, Rancière choisit la philosophie de l'émancipation contre la critique de la domination. Puisque si on met le doigt dans la critique de la domination, on risque de rester enfermé dans la domination. Et c'est là qu'on peut être amené à se séparer de Rancière. Car émancipation, comme on l'a vu avec Kant, c'est sorti de l'état de tutelle. Donc une émancipation, ça suppose nécessairement une domination. On n'a pas besoin de s'émanciper si on n'est pas dominé. Donc domination et émancipation sont un couple en rapport nécessairement. On s'émancipe de quelque chose, d'une domination, d'une tutelle, d'une contrainte. Donc si l'émancipation suppose une référence à la domination, pourquoi alors refuser de dire quelque chose sur la domination ? Pourquoi ça serait impossible d'en dire quelque chose de manière critique ? Pourquoi ne pas dire quelque chose d'un des pôles du couple ? Domination-émancipation. Et donc, peut-on penser l'émancipation indépendamment d'un rapport à la domination ? C'est le problème de Rancière. Si donc Rancière éclaire des points aveugles de Bourdieu, réciproquement, Bourdieu va ici éclairer des points aveugles de Rancière. Notamment dans la façon dont Bourdieu pointe la façon dont la domination s'inscrit inconsciemment dans les corps, jusqu'à bloquer les capacités des individus. C'est-à-dire ce que montre bien Bourdieu avec l'histoire de la honte, du rougissement, du tremblement, c'est pas forcément que les opprimés n'ont pas de capacité, c'est qu'il y a certains mécanismes qui bloquent les capacités des personnes malgré elles. Bon. Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est la mise en tension de Bourdieu et de Rancière. Mise en tension, ça veut pas dire harmonie ou synthèse. Et c'est là où on revient à notre histoire des contradictions et de l'harmonie. Pourquoi penser nécessairement, disons, les choses en harmonie, en synthèse ? Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de penser les antinomies, les contradictions ? Non pas pour faire une synthèse entre deux auteurs, mais pour bien voir qu'ils tiennent un bout du fil et qu'il faut prendre ces deux bouts ensemble, mais dans leur tension, non pas articulée. Penser en tension. Donc, si on met en tension Bourdieu et Rancière, se dessine une autre approche qui serait un défi, comment partir à la fois des capacités et des incapacités des dominés. Le danger des théories critiques de la domination, c'est de ne partir que des incapacités, des inégalités. À partir de là, si l'inégalité et l'incapacité occupent tout l'espace, on ne voit pas comment il pourrait y avoir auto-émancipation. Et donc les gens ne peuvent être émancipés que par l'extérieur. Mais par contre, si on ne voit que les capacités des dominés, on ne voit pas toutes les inégalités qui bloquent les capacités et qui rendent difficile l'émancipation. Donc partir des capacités et des incapacités. Et demeurerait alors ici une sorte d'équilibre instable, et donc une tension
entre la voie des incapacités et celle des capacités, avec deux risques croisés, puisque s'il y a attention, il y a toujours un risque d'être d'un côté ou de l'autre. Risque d'engloutir les capacités dans les incapacités, hein, de finir par que le constat des inégalités fasse oublier les capacités, ou devenir insensible aux incapacités en célébrant simplement les capacités du peuple et des dominés. Il ne s'agit pas donc ici dans cette figure d'une synthèse ou d'une harmonie entre deux perspectives, mais bien d'une mise en tension de ce que Proudhon appelle une équilibration des contraires. Alors, justement, celui qui nous permet bien de problématiser ça, c'est Michel Jonas. Les paroles ne sont pas de lui, sont de Pierre Gross, c'est dans une chanson classique hein, que beaucoup de gens connaissent, Les Vacances au bord de la mer de 1975. Et dans un registre qui est plutôt celui de la chanson, qui n'est pas celui de la philosophie ou de la sociologie, il va nous permettre de penser les deux choses ensemble. Alors, le texte va vous être distribué, et puis on va pouvoir écouter la chanson. Nous, Bien. Alors, pourquoi cette chanson, qui est assez familière, a un rapport avec le débat entre Bourdieu et Rancière? Bon. Tout d'abord, la chanson commence comme du Bourdieu. C'est-à-dire, c'est l'expérience de l'inégalité sociale, avec ses contraintes et ses incapacités. On parle bien des incapacités. C'est-à-dire, à cause de l'inégalité sociale, des gens sont incapables de faire certaines choses par rapport à d'autres. Hein. On est bien au cœur de l'inégalité. On est bien au cœur de l'inégalité qui rend incapable à travers des inégalités matérielles. Et on est plutôt du côté donc d'une théorie critique de la domination, de l'inégalité. Hein. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, ma mère, on regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention, quand on avait payé le prix d'une location, il ne nous restait pas grand-chose. Donc on est du côté des contraintes liées aux inégalités, à la domination, aux incapacités. Premier point, le point critique, on peut dire. Mais en même temps, le poids des incapacités matérielles ne tend pas à occuper tout l'espace. Pourquoi il n'occupe pas tout l'espace? Parce que d'abord, il est mis en parole critique. En étant mis en parole critique, il est mis à distance. Et il est mis en parole critique
par celui qui a vécu l'expérience, pas par l'extérieur. C'est celui qui a vécu l'inégalité qui parle de l'inégalité. C'est pas l'avant-garde léniniste ou l'instituteur républicain ou socialiste. Hein. Et donc il y a une mise à distance critique. Mais en même temps, autre élément, l'expérience apparaît dotée d'ambivalence. C'est-à-dire, l'expérience n'est pas caractérisée simplement par l'inégalité et la domination. Il y a ce qu'on pourrait appeler des petits bonheurs ordinaires qui restent gravés de manière nostalgique dans la chanson, mais qui sont à l'écart du sentiment du manque, hein, qui ne sont pas dans la logique du sentiment du manque. Hein. Sur la plage, pendant des heures, on prenait de belles couleurs, ou encore, et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Ce n'est pas absorbé par l'expérience de la domination, de l'inégalité simplement. Hein. On n'est pas dans le manque ou dans l'incapacité. Là, il y a autre chose qui se passe dans l'expérience qui n'est pas que l'inégalité. Bon. Or, en général, le présupposé d'aliénation généralisée des masses, hein, ce que j'appelle donc la pensée Mondiplo, n'a qu'un mépris élitiste pour ce type de petit bonheur. Un mépris élitiste souvent qui a un mépris de classe, mais pas du bon côté de la classe, hein, du côté de la classe dominante, hein, ce qui méprise de manière, disons, misérabiliste les gens ordinaires. Et ce qui est évidemment contradictoire à une des grandes contradictions des gauches critiques et radicales, évidemment, c'est d'exprimer un mépris de classe tout en se prétendant l'avant-garde du prolétariat. On l'a vu encore récemment, une avant-garde autoproclamée du prolétariat traitait les Bretons de nigauds, hein, récemment. Vous l'avez entendu sans doute. Donc, l'expérience de les incapacités matérielles et de l'inégalité est prégnante, mais elle n'occupe pas tout l'espace. Et donc, il y a autre chose dans l'expérience. Et on voit même à un moment donné, c'est la fin de la chanson, une tension entre incapacité et capacité, entre impossibilité et possibilité. C'est la fin de la chanson. On avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau. Dans cette phrase, on a bien les deux choses. On avait le cœur un peu gros, du fait du sentiment du manque, du fait de l'expérience de la domination et de l'inégalité, donc face notamment dans le rapport aux riches qui, eux, ont les moyens. Bon. Mais c'était quand même beau. Alors, mais c'était quand même beau, ça veut dire que l'expérience, ce n'est pas que cette expérience de la domination et de l'inégalité. Et ce qui fait le lien, c'est le quand même. Alors, c'est très intéressant le quand même. C'est pas une harmonie, c'est ce que Proudhon appellerait une équilibration des contraires. Quand même, ça n'élimine pas l'expérience de l'inégalité, mais en même temps, ça n'absorbe pas l'expérience dans la seule expérience de l'inégalité. Le quand même. C'était quand même beau. Donc on a quelque chose comme une invitation, je dirais chansonnière, à mettre en tension Bourdieu et Rancière. Donc première piste alternative qui répond d'une certaine façon à deux des automatismes intellectuels dont j'ai parlé dans la première partie, c'est-à-dire l'oubli du s'émanciper au profit de l'émanciper et l'obsession de l'harmonie et la peur des contradictions. Deuxième point, et dernier point, ce que j'ai appelé piste mélancolique à partir du polar américain. Ici, ça concerne, disons, mon dernier livre qui vient de sortir, Polar, philosophie et critique sociale. Ça permet de réagir ici au troisième automatisme que j'ai envisagé, le couple présentisme-nostalgisme. Bon. À chaque fois, je vais traiter l'alternative en rapport aussi avec ce que j'ai traité dans la première partie. Donc, dans ce dernier livre, je m'arrête sur un genre littéraire qui est le roman noir américain, qui naît dans les années 1920, avec des écrivains classiques que je traite, comme Dashiell Hammett, Howard Fast, David Goodis, ou des auteurs actuels, plus connus peut-être, James Lee Burke, Denis Lehan, Georges Pelecanos, James Sallis, qu'on connaît parfois quand on ne lit pas le roman policier par les adaptations cinématographiques. Quelle est ma visée principale dans ce travail? C'est de fournir quelques repères quant au problème, un problème philosophique classique, qui est le problème du sens de l'existence, de nos existences. Mais le problème du sens de nos existences dans un cadre particulier, dans une vision critique de nos sociétés, disons, inégalitaires et déréglées, les sociétés actuelles. Et donc mon hypothèse, c'est qu'en s'épaulant mutuellement, le polar, la philosophie et la sociologie critique peuvent
nous aider à désembrouiller nos problèmes pour construire un sens à notre existence dans le cadre d'un rapport critique à la société telle qu'elle est. Ça peut nous aider à formuler des repères renouvelés pour les critiques sociales émancipatrices. Et je pourrais même dire que l'éthique du roman noir, parce que ce qui marque le roman noir, c'est surtout une éthique, une morale, cette éthique du roman noir pourrait aussi déboucher sur une politique du polar. Au moins sur deux plans. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter, cette politique du polar, cette politique du roman noir? Premièrement, une politique qui incorporerait une bonne dose de pessimisme contre le poids des contes de Noël optimistes à gauche. Alors là, dans toutes les gauches. Les contes de Noël, c'est généralisé. Bon. Et ce serait une façon de faire sur-miel d'une expression assez classique qui était souvent reprise par un penseur marxiste italien, Antonio Gramsci, et que Gramsci avait lui-même dérivé d'un écrivain français, Romain Rolland, qui est pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Et il faut bien avoir quelque chose comme pessimisme de l'intelligence et optimisme de la volonté pour tenir compte de notre expérience. C'est-à-dire que ça fait 2 siècles que des gens se battent pour construire une société non capitaliste émancipée. Et ça fait 2 siècles que ça échoue. Donc on a quand même un bon passif dans le pessimisme. Et pourtant, à chaque moment, les gens se relancent dans des nouveaux contes de Noël. Donc, en ne tenant pas compte de cette expérience. Bon. Premier élément d'une politique du polar. Deuxième élément, dans le sillage de ce lestage un peu plus pessimiste de l'optimisme, c'est-à-dire c'est une façon de lester l'optimisme par le pessimisme. Ce n'est pas une façon de casser le pessimisme, mais de lui donner plus de poids grâce au pessimisme. Le polar pourrait aider la politique émancipatrice à se doter de tonalités mélancoliques. Alors qu'est-ce qu'on appelle mélancolie ? La notion de mélancolie renvoie souvent ordinairement, en tout cas si on consulte les dictionnaires, à un état de tristesse, de dépression, de spleen, de valagalam. L'origine étymologique, c'est bile noire, donc c'est quelque chose d'assez noir. Mais ce n'est pas le seul sens qu'a revêti la notion de mélancolie. Dans un livre très intéressant, le philosophe et militant Daniel Ben Saïd, qui s'appelle justement Le Paris mélancolique, a distingué 2 formes historiques de mélancolie à partir du XVIIIe siècle, à partir de la période moderne. La première est la mélancolie romantique. C'est celle des écrivains et poètes romantiques comme Baudelaire, par exemple. C'est une mélancolie fortement nostalgique, tournée plutôt vers le passé. On est plutôt dans le c'était mieux avant, avec la mélancolie romantique. On est plutôt dans le rétroviseur. Mais émergerait aussi, à la même époque, ce que Ben Saïd appelle une mélancolie classique, qu'on pourrait aussi appeler mélancolie radicale ou révolutionnaire. C'est celle des révolutionnaires d'ailleurs. Les figures auxquelles fait appel Ben Saïd, c'est Saint-Just pour la Révolution française et pour les débuts du mouvement ouvrier, Blanqui. Bon. C'est une mélancolie particulière, c'est une mélancolie ouverte sur l'avenir, sur la construction d'un avenir différent. C'est une façon de puiser dans le passé des ressources pour ouvrir un autre avenir. Donc c'est justement une façon de nouer une autre alliance entre présent, avenir et passé. C'est cette seconde mélancolie radicale, qu'on trouve chez un philosophe important qui est Walter Benjamin, qui a construit une philosophie à la croisée de 2 sources qui ne paraissaient pas aller de soi ensemble. C'est une variante laïcisée du judaïsme et un marxisme hérétique. Et au croisé des deux, Benjamin va construire une nouvelle vision de l'histoire qui est sans doute l'incarnation, disons, de cette mélancolie radicale, c'est-à-dire qui vise à chercher dans le passé des ressources pour ouvrir un autre avenir. Walter Benjamin écrit ses thèses sur le concept d'histoire en 1940, quelques mois simplement avant de se suicider à la frontière franco-espagnole, puisqu'il était juif, il était en fuite dans le nazisme, il n'arrive pas à passer la frontière espagnole, et donc il se suicide dans sa chambre d'hôtel. Et c'est Hannah Arendt qui sauvera le document, il avait confié le document à Hannah Arendt, qui le ramènera à New York, c'est comme ça qu'on a les thèses sur le concept d'histoire. Avec Benjamin, on a justement une nouvelle alliance entre le passé et l'avenir via l'action présente, qui s'oppose aussi bien au nostalgisme qu'au présentisme. Alors, il y a une troisième mélancolie qu'on pourrait ajouter, qui n'est pas traitée par Ben Saïd, mais que j'appelle la mélancolie tragique.
En fait, la meilleure figure pour moi, on ne la trouve pas chez un auteur, mais chez un cinéaste. C'est le cinéaste Jean-Pierre Melville. Aussi bien, disons, dans ses polars, hein, les polars célèbres de Jean-Pierre Melville, Le Doulos, Le Samouraï, Le Cercle Rouge, etc., que dans d'autres films, notamment son grand récit au scalpel de la résistance, qui est L'Armée des Ombres. Dans ces films, Melville confronte justement la mélancolie au tragique, c'est-à-dire aux circonstances qui nous échappent et qui nous écrasent de douleur. C'est ça le tragique. Comme dans les tragédies grecques. La mélancolie tragique est associée chez Melville à une éthique tragique, c'est-à-dire à une façon de se tenir face au tragique. C'est une façon de maintenir une certaine intégrité personnelle, malgré le tragique, devant le tragique. Cette mélancolie éthique tragique est plutôt, à la différence de la mélancolie radicale, submergée par le pessimisme, parce qu'elle n'a pas cette ouverture sur l'avenir. Le roman noir, lui, le roman noir américain, le polar, hésite alors, en fonction des auteurs, et parfois chez un même auteur, entre les deux dernières directions mélancoliques, entre la mélancolie radicale et la mélancolie tragique. Sans doute la mélancolie tragique, c'est celle qui leste vraisemblablement le plus le polar. On le trouve dans la figure du détective, chez Dashiell Hammett ou chez Raymond Chandler, donc les premières figures importantes du roman noir. Puisque ces détectives ne sont pas ouverts sur l'avenir, mais ils ont une éthique qui permet de se maintenir face au tragique, de se tenir. C'est une éthique, c'est une morale du maintien de soi, malgré tout ce qui arrive. Ils maintiennent son intégrité. Mais on trouve aussi dans le roman policier, en tout cas de tradition américaine, une mélancolie radicale qui laisse ouverte ce que j'appelle des trouées utopiques vers l'avenir, sous la forme de peut-être de possibilités. Alors, je donnerai deux exemples, l'un dans un classique et l'autre dans un auteur contemporain. Premier, un exemple de mélancolie tragique qui est adossé à une éthique du maintien de soi. C'est un des auteurs de romans policiers récents les plus intéressants, Craig Johnson. C'est une série de romans policiers autour d'un personnage qui s'appelle Walt Longmire, qui est un shérif dans le Wyoming. Alors c'est un type de polar qui se passe dans des endroits ruraux, ce qui est nouveau pour la tradition du roman policier. Et je pense notamment à son roman Little Bird de 2005, qui a comme caractéristique de pousser de manière presque incandescente une tension entre l'humour et le tragique. C'est-à-dire, il y a un humour extrêmement fort, et même une auto-ironie du personnage principal, et en même temps une tragique extrêmement puissant aussi. À la fin du roman, la femme dont Walt Longmire, donc le shérif, tombe amoureux, se révèle être la criminelle. Bon, pas de peau. Et alors tout ça est imbriqué dans le tragique. Pourquoi ? Parce qu'elle cherchait à venger le viol d'une jeune indienne, Little Bird, d'où le titre du roman, qui était restée impunie. Et donc elle a essayé d'éliminer les coupables. Et elle-même avait été victime, dans sa jeunesse, de la pédophilie de son père. Donc on est dans le polar classique. Et on arrive à la fin, un peu avant la fin, avant le prologue du roman, et elle va se suicider devant lui à quelques pas de lui. Là, on est typiquement dans la mélancolie tragique. Je cite un passage. « Walter, je ne veux que tu détournes les yeux. Vonnie ne fait pas ça. » Il y eut un long silence. Elle le dit comme s'il s'agissait d'un commentaire sur le temps. « Je t'aime. » Ce fut mon tour de détourner les yeux. Elle savait que je le ferais. Voilà, ça s'arrête là. Donc, dans l'épilogue, on peut dire que la mélancolie va apaiser la douleur, mais ne la supprime pas. La mélancolie permet de tenir face au tragique, mais n'ouvre pas un avenir radieux. Donc on est bien dans le cas de figure de la mélancolie tragique, qui débouche sur une certaine éthique. Un exemple de mélancolie radicale ouverte sur l'utopie. Donc la deuxième forme de mélancolie. Là, je m'arrêterai sur un classique du roman noir américain qui est David Goodis, qui écrit entre la fin des années 30 et le début des années 1960. Qui a beaucoup été adapté au cinéma, notamment en France. Tiré sur le pianiste Truffaut, La Lune dans le caniveau, Rue Barbare, etc.
Goudis apparaît donc comme un des auteurs les plus noirs et les plus pessimistes, qui puisse exister dans le roman noir. En général, ça finit vraiment mal. Mais parfois reste disponible à des sortes de trouées utopiques, notamment sous la forme de la rencontre amoureuse. Et c'est là où l'expression peut-être est intéressante. Dans peut-être, il y a le verbe être. Le verbe être, mais qui est caractérisé par la possibilité, le possible, peut. Dans peut-être, il y a l'être qui serait caractérisé par la possibilité. Cet adverbe peut-être nous incite à une réflexion philosophique intéressante. Et justement, l'adverbe peut-être exprime une hésitation entre le pessimisme et l'optimisme, puisqu'il introduit un élément d'incertitude, de doute. Peut-être il va se passer telle chose ou peut-être pas. Donc, à la fois l'adverbe indique l'incertitude, et en même temps, on a une définition de l'être en fonction de la possibilité. Mais une possibilité qui est incertaine. C'est la figure du pari, le pari mélancolique de Ben Saïd, avec son lot de risques. S'il y a un pari, il y a un risque. Et donc, c'est pas certain, c'est incertain. Et c'est comme ça qu'émerge quelque chose comme une philosophie du peut-être chez Goudis. Alors, cette figure du peut-être, elle intervient dans différents romans, mais elle intervient particulièrement directement, puisque Goudis utilise l'expression peut-être dans son roman de 1954, La blonde au coin de la rue. Je cite un passage. « Tout ce temps passé, c'était un pari sur l'avenir. Leur numéro sortirait peut-être un jour, ou il ne sortirait jamais. Mais tant que les dés n'avaient pas cessé de rouler, il y avait toujours un certain éclat dans ce qu'ils faisaient. Le simple fait de se dire que leur numéro sortirait peut-être, ou qu'il pouvait ne jamais sortir. Peut-être, et encore peut-être, ou peut-être pas. Mais tant qu'il y avait un peut-être, il leur restait l'éclat. » Le peut-être ici est l'aiguillon du rêve, malgré la conscience de la noirceur du monde. Même en affrontant la noirceur du monde, sans se la masquer dans une sorte de mièvrerie, qui est souvent l'apanage des gauches. Et l'éclat, puisque Goudis finit, mais tant qu'il y avait un peut-être, il leur restait l'éclat. L'éclat, c'est l'éthique du maintien de soi. De l'éthique, on pourrait dire de l'esthétique du maintien de soi. Du maintien de sa propre intégrité personnelle. Susceptible de déboucher ou pas sur un ailleurs utopique, sur une autre possibilité. Et si on suit ces deux figures, et ce que j'ai dit jusqu'à présent, on a vraisemblablement plus à apprendre quant à une politique pour demain de nos meilleurs romans policiers que de nombre de discours politiciens. En guise d'ouverture plutôt que de conclusion, je voudrais finir sur un thème qui termine un peu le pamphlet où la gauche est-elle en état de mort cérébrale, qui est intéressant pour l'activité des universités populaires. C'est l'appel à développer des dispositifs que j'appelle d'intellectualité démocratique. Alors, c'est quoi cette notion d'intellectualité démocratique ? Cette notion vise des espaces, on pourrait dire, pluriels de dialogue, de coopération, de tension, de confrontation entre différents types d'acteurs. Des mouvements sociaux, des praticiens d'expérimentation alternative, des organisations politiques, des intellectuels professionnels, des journalistes indépendants, des artistes subversifs ou des citoyens ordinaires. Et pourquoi cet espace de dialogue, de coopération, de tension et de confrontation dans la perspective de la production d'idées critiques et émancipatrices nouvelles, puisque notre problème, c'est de sortir la gauche de l'état de mort cérébrale et de reconstituer des idées critiques et émancipatrices. Évidemment, pas à partir de rien, mais à partir des traditions héritées, dans un rapport au passé hérité. La mise en pratique d'une telle intellectualité démocratique suppose d'assumer le caractère hybride de ces espaces. Parce que l'espace de l'intellectualité démocratique n'est pas l'espace démocratique. Ce n'est pas l'espace de décision et de discussion démocratique. Il est hybride, cet espace. Il est hybride parce que, notamment, il voit se mettre en tension deux logiques. Une logique démocratique et une logique de compétence. La logique démocratique, c'est la logique de l'espace politique démocratique idéal, je dis. Idéal, évidemment, ce n'est pas ce qui existe. Basé sur une présupposition idéale qui a été bien retracée par Rancière, qui est l'idée de l'égalité de n'importe qui avec n'importe qui. Égalité de n'importe qui avec n'importe qui. C'est ce qui faisait que les Grecs recouraient, en tout cas pour les citoyens, au tirage au sort. C'est que n'importe qui est égal de n'importe qui, donc peut être gouvernant. Donc ça, c'est la logique de l'espace démocratique. Personne n'a le droit plus à la parole qu'un autre.
C'est-à-dire que dans l'espace politique démocratique idéal, chacun devrait avoir de manière égale le droit à la parole et à la décision. En ce sens, Rancière a raison de récuser, dans l'espace politique idéalement démocratique, la figure du philosophe roi, celle de Platon, parce que pour Platon, c'est les philosophes qui doivent gouverner la cité, parce qu'ils sont, disons, plus compétents, d'une certaine façon, ou même celle du sociologue roi, puisque c'est certaines tentations que Rancière identifie chez Pierre Bourdieu. Mais dans l'espace de l'intellectualité démocratique, il n'y a pas que la logique démocratique. Il y a aussi une logique des compétences. La logique des compétences, c'est celle des savoirs scientifiques et philosophiques. Parce qu'on est dans l'intellectualité, donc dans le travail intellectuel aussi. Espace des savoirs scientifiques et philosophiques, au pluriel, qui sont gouvernés chacun par des critères de compétences, qui dans les différentes disciplines et dans différentes sphères sont en discussion d'ailleurs. Les critères de compétences en philosophie, en sociologie, en linguistique, etc. ne sont pas stables. Ce n'est pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 10 ans, etc. Donc c'est des critères en discussion, en controverse dans ces espaces. Mais il y a quand même des critères de compétences qui permettent de plus ou moins d'évaluer des travaux plus ou moins sérieux ou rigoureux ou moins rigoureux, etc. en fonction de ces critères de compétences. C'est ce qui fait, fort heureusement, qu'on ne va pas attribuer la même grandeur philosophique à Michel Foucault et à BHL. Heureusement. Parce qu'il y a des critères de compétence. Dans l'espace démocratique, BHL et Michel Foucault sont au même plan. Mais pas dans l'espace de compétence qui est celui des disciplines, disons, scientifiques et philosophiques. C'est au nom aussi d'une telle compétence scientifiquement attestée que Pierre Bourdieu est souvent intervenu légitimement dans l'espace public, notamment à partir de 1995, afin de dévoiler des mécanismes de domination dans l'espace public, des préjugés sociaux, de dénoncer des idées erronées, au regard des connaissances scientifiques disponibles, et idées erronées qui étaient diffusées par ce qu'il appelait les intellectuels médiatiques. Et là, on a les deux bouts. Le problème, c'est ça, c'est que l'espace de l'intellectualité démocratique, il met en tension ces deux logiques. La logique démocratique qui est celle de l'espace politique démocratique et la logique de compétence qui est celle de des espaces intellectuels. Et d'une certaine façon, ici, tout à la fois, Rancière et Bourdieu ont raison, mais avec une part d'antinomie irréductible dans l'analyse. Ils ont raison dans leur tension. C'est pour ça que la tension de Bourdieu et Rancière, encore une fois, était une des tensions les plus productives, les plus intéressantes pour penser les problèmes aujourd'hui. Ce serait donc dans une sorte d'équilibration des contraires, pour reprendre l'expression de Proudhon de ce type, qu'une nouvelle intellectualité démocratique pourrait se fabriquer à gauche et dans les mouvements sociaux. Mais ça suppose d'assumer cette tension entre la logique de compétence et la logique démocratique dans cet espace qui est un espace hybride, qui est un espace impur, qui est celui de la production d'idées nouvelles ou renouvelées, d'émancipation et critique dans cet espace d'intellectualité démocratique, à partir du moment où on considère que dans les sociétés démocratiques, il n'y a pas que les intellectuels professionnels qui vont produire les idées qui sont nécessaires à la cité, à l'organisation de la cité. Voilà ce que je voulais dire en guise d'ouverture, puisque ça débouche sur un dispositif. Là, j'ai proposé une critique de l'existant et des pistes, mais évidemment, tout ça doit s'ouvrir sur la possibilité qu'on puisse construire des dispositifs qui relancent la production d'idées renouvelées, du côté de la critique sociale et de l'émancipation, pas seulement les intellectuels professionnels, mais aussi dans des espaces beaucoup plus hybrides qui assument cette tension, cette antinomie entre la logique de compétence et la logique démocratique. Et donc je pense que maintenant on peut avoir un petit moment de discussion.
Oui, c'est bon. C'est-à-dire que si ça ne gêne pas, je pourrais démarrer. Sur la première question, en fait, c'est une question très ouverte. Je voulais simplement, je vous ai entendu parler de BHL à la fin, et il y a dernièrement, je l'ai vu dans la bibliothèque Médicis, et il m'a étonné parce que vous parliez de dimension tragique, et j'ai entendu dire qu'on parlait justement de la politique, et il a dit qu'il n'était pas là, et la politique n'était pas là pour faire subvenir le meilleur, mais éviter le pire, voire le retarder. J'ai trouvé qu'il avait un peu évolué par rapport à tout ce qu'on avait connu du personnage, et que là, il acquérait une dimension qui pourrait, enfin, à mes yeux, par rapport à ce que vous avez dit, rejoindre ce que vous appeliez la mélancolie tragique. Mais à la BHM, on est bien d'accord. Juste ma question, enfin, c'est pas vraiment une question, c'était pour vous demander quelle place vous accorderiez à Edgar Morin dans l'ensemble des réflexions que vous avez, parce que vous avez cité beaucoup de personnes, hein, et j'attendais un peu le point d'ancrage par rapport à Edgar Morin. Voilà, c'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a plusieurs réactions ou au fur et à mesure Plutôt plusieurs questions. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Et puis ensuite, Philippe répondra à l'ensemble des questions. On a à peu près une demi-heure de discussion. Donc peut-être 3 questions. Pas être censeur non plus. Le micro. Merci. J'ai bien compris la question de mort cérébrale de la gauche et de toutes les gauches. Hein. Et je me disais, qu'en est-il de la droite? Parce que, en fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait des grandes idées, mais en même temps, le système fait que tous les jours, on invente quelque chose pour maintenir la tutelle ou les tutelles sur les peuples. Quoi. Et donc, je me suis dit, même s'il n'y a pas forcément de choses très évoluées, sophistiquées, c'est quand même tous les jours, ils inventent quelque chose pour nous maintenir dans la tutelle. Quoi. Merci. Je pense que pour la droite, ça ne tient pas dans des idées, ça tient dans un chiffre. C'est le taux de croissance des dividendes qui doit être à 2 chiffres plus bas. À la place où vous êtes, est-ce que vous êtes en position de domination par rapport à nous? Ou est-ce que vous êtes dans une tension pour essayer que nous arrivions à nous émanciper de toutes les tutelles questions? Je vais peut-être répondre une première. Bien, donc peut-être je commencerai par la question de la droite. Alors, il y a un problème particulier. Pourquoi avec la gauche? Il y a deux problèmes. C'est historiquement, la définition historique de la gauche en France, à partir du moment où on parle de gauche, c'est-à-dire depuis la Révolution française, est associée, disons, à l'activité intellectuelle. C'est-à-dire la gauche et travail intellectuel, pendant la Révolution française, philosophie, mais pas seulement, et puis surtout le grand moment de l'affaire Dreyfus, puisque c'est au moment de l'affaire Dreyfus qu'on invente le mot les intellectuels. Ça n'existait pas avant, les intellectuels. Et les intellectuels, au début, c'est quelque chose de négatif. C'est les anti-Dreyfusards qui utilisent ce mot pour stigmatiser les Dreyfusards, comme Zola, etc. Donc au début, les intellectuels, le mot apparaît comme étant, au moment de l'affaire Dreyfus, comme associant alors des gens qui sont écrivains, universitaires, etc., et qui ont pris parti pour Dreyfus, dans l'affaire Dreyfus. Et donc le mot les intellectuels, ça associe un engagement et une activité intellectuelle professionnelle. Et c'est une spécificité française. Et ça s'est relativement maintenu comme tradition. La tradition d'une activité intellectuelle qui est en même temps adossée à un engagement dans la cité.
C'est comme ça que, par exemple, à l'extérieur, souvent la France est connue. Je voyage beaucoup et la France est connue, c'est souvent sous cette forme qu'elle est valorisée, sous la forme de ces intellectuels au sens de gens qui ont une activité intellectuelle et en même temps qui sont engagés dans la cité. Et c'est simple, aujourd'hui, si on fait uniquement pour les sciences humaines et la philosophie, les index aujourd'hui des auteurs qui sont les plus cités en sciences humaines et en philosophie dans le monde, dans les revenus reconnus, avec des comptages. Les 3 premiers au monde sont français. Le premier est Michel Foucault, le deuxième est Jacques Derrida, le troisième est Pierre Bourdieu. Donc 3 intellectuels qui étaient engagés au sens de l'engagement des intellectuels. Alors ça c'est un élément étonnant parce que c'est mondial, et c'est aux États-Unis, c'est dans le monde entier que les 3 figures intellectuelles les plus citées dans les milieux académiques universitaires, dans les revues reconnues, sont 3 intellectuels français qui en même temps ont été associés à cette figure de l'engagement, de cette tradition de l'intellectuel français. Alors, donc la définition de la gauche hérite de ça, c'est-à-dire que l'idée de gauche est associée à l'idée d'une activité intellectuelle. Alors que l'idée de droite, il y a des intellectuels à droite, mais la notion de droite n'est pas associée à l'idée d'une activité intellectuelle. Voilà. Donc ce qui est particulier aujourd'hui dans la situation, c'est que la gauche est en train de perdre une partie de sa définition historique. Alors que la droite, elle a pu avoir à des moments des intellectuels importants, parfois pas, mais ça ne joue pas tellement dans la définition de ce que c'est que la droite. C'est-à-dire que ça joue dans la définition de ce que c'est que la gauche. C'est ça la grande difficulté. Donc c'est pour ça que est en train de se passer un phénomène historique assez important. C'est-à-dire que si cette mort cérébrale de la gauche perdure, on aura une transformation assez structurelle très forte de ce qu'on appelle la gauche. Qui est en train de se passer. Voilà. Donc la droite, c'est pas le même problème. Alors, le deuxième élément, c'est que la gauche, depuis la Révolution française, c'est plutôt le changement par rapport à l'ordre établi, et la droite, c'est plutôt la conservation de l'ordre établi. Alors, on a moins besoin d'idées, de travail intellectuel, d'activité intellectuelle, quand il s'agit simplement dans une routine ou une habitude, de reproduire ce qui existe, parce qu'il y a la force de l'habitude et de la routine, que quand il s'agit, disons, de mettre en cause justement ce qui fonctionne. Quand on met en cause ce qui fonctionne, on doit déployer beaucoup plus d'activités intellectuelles, d'idées, etc. Mais quand on est simplement dans la reproduction des préjugés, on n'a pas beaucoup d'idées. Besoin d'idées. Aujourd'hui, il suffit de dire jeune de banlieue, il n'y a pas besoin de beaucoup d'idées pour dire que c'est le mal. Il suffit de dire Rome pour dire que c'est le mal. Il n'y a pas besoin d'une idée supplémentaire, il suffit de 2 mots. Et même parfois, si on voit les dernières campagnes électorales, il suffit de dire jeune pour que les gens comprennent jeune arabe qui brûle les voitures. Il suffit de dire jeune. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'idées pour ça. Pour reproduire les stéréotypes dominants, il n'y a pas besoin de beaucoup d'idées. Donc évidemment, comme la droite a partie prenante avec la reproduction de l'ordre établi, elle a moins besoin d'idées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grands intellectuels à droite, mais ils sont grands intellectuels pas parce qu'ils sont à droite, mais par ailleurs ils sont à droite. Mais ils peuvent être de grands intellectuels. Voilà. Donc c'est peut-être 2 choses différentes. Edgar Morin, c'est pas complètement ma tasse de thé, pourquoi ? Parce qu'il est encore dans une vision classique de ce que c'est que l'activité intellectuelle. Ce qu'on pourrait appeler ce que j'appelle la totalité. C'est-à-dire que on peut faire le tour des choses avec ces concepts. Et Edgar Morin a une théorie de la complexité où il essaye de mettre la sociologie, la physique, la biologie, etc. L'ensemble des savoirs. On pourrait avoir une sorte de panorama général de l'ensemble des savoirs et on pourrait faire le tour de tout. Je pense que ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ça n'a pas de sens parce que c'est impossible. Et d'ailleurs, demander à un physicien de lire ce que Edgar Morin dit sur la physique, ou à un biologiste de lire ce que Edgar Morin écrit sur la biologie, ou, comme ça fait très longtemps qu'Edgar Morin n'a pas pratiqué la sociologie, un sociologue de lire ce que dit Edgar Morin sur la sociologie, eh ben, il va être très critique. Ça ne va pas correspondre à l'état des savoirs. Bon. Parce que peut-être que cette vision, qui était encore la vision de l'encyclopédie des Lumières, qui est la vision de la totalité, n'est plus possible. Qu'il faut admettre qu'il y a un accroissement des savoirs, une division des savoirs, une multiplication des savoirs, où on n'est plus en possibilité de faire le tour de tout. Bon.
C'est pour ça que je propose dans Où est passée la critique sociale une autre stratégie. Parce qu'en même temps, on ne peut pas se contenter de l'émiettement. De lui dire, il y a une diversité de choses et on ne peut plus construire une vision des choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le postmodernisme. Le postmodernisme, c'est une vision qui dit, tout est émietté, il y a une pluralité de choses et on ne peut plus avoir de boussole, d'une certaine façon. C'est pour ça que je défends l'idée qu'il faut reconstruire un global qui ne soit pas le total. On a besoin d'une vue globale, mais qui ne prétende pas épuiser le réel, et qui ne prétende pas faire le tour des choses. Et notamment qui ne prétende pas être une sorte de savoir des savoirs qui prétend être le tour de tous les savoirs. Bon. Et donc, Edgar Morin est encore dans la logique du XVIIIe et du XIXe siècle, de la totalité. Voilà. Et à mon avis, c'est une vision, on pourrait appeler héroïque, mais erronée, et qui, à mon avis, est en train de mourir. Bon. Et sans doute avec Edgar Morin. Donc, il faut prendre le défi autrement. Il ne faut pas se laisser aller à l'émiettement, mais il faut reconstruire des vies plus globales, mais qui ne prétendent pas être le tout, qui tiennent compte de la diversification des savoirs, la diversification des théories, des problématiques, etc. Il faut penser aussi de la pluralité des façons d'interroger le monde, et abandonner l'idée que dans ces concepts, on va faire le tour de tout. Et donc ça, c'est très difficile, parce que c'est une grande tradition de la philosophie, et en même temps, c'est une grande pulsion des pensées progressistes de pouvoir faire le tout. Bon. Le tour de tout. Donc, voilà par rapport à Edgar Morin. Donc, je pense que c'est une aventure héroïque, mais qui est une impasse aujourd'hui, à l'état où on est. C'est pour ça que je pense qu'il faut essayer de trouver une voie qui soit ni celle de l'émiettement, ni celle de la totalité. La question de... Pierre Bourdieu a bien montré que il n'y a pas que l'exploitation économique. Bon, il y a de la domination de genre, il y a la domination culturelle. L'universitaire est un dominant du point de vue de, le contrôle du capital culturel légitime, comme dirait Bourdieu. Le capital culturel légitime, c'est quoi? C'est les références culturelles qui sont légitimes, qui vont considérer comme valorisées. Tout ce qui est de l'ordre des activités culturelles des personnes n'est pas valorisé. Par exemple, si je vais au musée, ça enrichit mon capital culturel. Par contre, si je joue bien à la pétanque, non. Et donc, on voit, c'est le capital culturel, c'est les ressources culturelles légitimes. Ce n'est pas toutes les ressources culturelles. Et l'universitaire, il est en haut de la hiérarchie, un de ceux qui est en haut de la hiérarchie, disons, des ressources culturelles légitimes. Parce qu'il est au croisement de la recherche et de l'enseignement, puisque son statut est d'enseignant-chercheur. Donc, nécessairement, la parole de l'universitaire a des effets de domination. Et il ne peut pas l'empêcher. Et donc, il faut le prendre tel quel. Après, il y a les universitaires qui pensent qu'ils ne sont qu'universitaires. C'est le principal élément de leur vie, qui les caractérise principalement. Et ils sont toujours au niveau de leur chair et ils délivrent un savoir. Et puis, il y a des universitaires, comme ceux, par exemple, qui participent aux universités populaires, qui disent que l'universitaire doit aussi parler avec les gens qui ne sont pas universitaires, et avec d'autres gens que les étudiants. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et donc, ça, c'est une mise en tension entre un savoir légitime qui a des effets de domination, et puis des questions, des problèmes, des itinéraires, des modes de vie qui sont très différents de celui de l'universitaire. Et donc c'est important qu'il y ait ces espaces, disons, qui sont hybrides nécessairement, donc qui n'éliminent pas complètement l'effet de domination du savoir légitime, mais en même temps qui ouvrent un espace de discussion, critique, etc. Il faudrait aller plus loin. Pourquoi? Parce que les dispositifs qu'on trouve dans les universités populaires, moi j'étais cofondateur de celle de Lyon et de celle de Nîmes, parce que je travaille à Lyon mais j'habite Nîmes, et il y a des limites à l'activité des universités populaires, parce qu'on est encore, c'est le système qu'a réinstauré Michel Onfray quand il a relancé les universités populaires en France, avec le système de la conférence et de la discussion. Donc, il y a une conférence, un cours d'1 heure, il y a une discussion, souvent dans le classique d'1 heure. Bon. Donc, il y a des questions, des controverses, des mises en cause, etc. 2 parties. Mais ça reste encore une forme qui est une forme de diffusion du savoir, du point de vue de l'universitaire, même s'il n'y a pas que les universitaires qui viennent dans les universités populaires, qui peut être contesté, etc., mais on est dans une logique de diffusion du savoir universitaire. Alors, les universitaires
populaires ont inventé un autre dispositif. On a quelque chose qu'on appelle les printemps des universités populaires, qui existent depuis quelques années, où tous les ans on se réunit avec différentes universités populaires, et donc circule aussi ce que font les uns et les autres. Et l'université populaire de Septimanie, ou de Narbonne, a développé un dispositif qui est assez intéressant. Et c'est quelqu'un qui est philosophe de formation, mais qui après est devenu professeur à l'université de sciences de l'éducation, c'est Michel Tozzi. Et Michel Tozzi donc, a cette particularité qu'il a d'abord été philosophe, puis il est devenu, disons, professeur à l'université de didactique de la philosophie, donc en sciences de l'éducation. Et en même temps, il a été permanent pendant une dizaine d'années, à l'époque héroïque, c'est-à-dire dans les années 70, de la CFDT, donc avec une expérience syndicale forte. Et donc il a lancé les ateliers. Alors les ateliers, ça peut avoir que 20 personnes, hein, c'est limité. Et dans les ateliers, ça ne peut pas être une salle comme ici, on est dans un dispositif de coproduction de savoir, ou je dirais coproduction assistée de savoir. C'est-à-dire que l'enseignant, j'ai déjà animé des ateliers d'apprentissage de la philosophie, où j'ai animé des ateliers sur le roman noir, et j'ai même animé un atelier sur le roman noir pendant 1 an, et j'ai arrêté de le suivre, l'atelier, et le groupe roman noir a continué à exister tout seul. Bon. Sans le besoin de moi, de l'enseignant, de l'animateur. Et cette année, je vais essayer de lancer un atelier sur la chanson, parce que je m'intéresse à la chanson aussi. Je suis le grand spécialiste en France d'Eddie Mitchell, pour ceux qui ne savent pas. Et donc les ateliers, c'est un autre dispositif, c'est-à-dire on n'est plus dans le rapport de la délivrance d'un savoir, hein. On est dans une coproduction, on amène des documents, etc. On discute et il y a un travail, mais ça suppose des petits groupes. Bon. Et je me suis dit qu'il faudrait faire ça aussi pour produire des idées. Alors récemment, mais c'est un tout petit groupe, j'ai lancé, avec quelques amis, on a lancé, ça se passe à Paris, hein, c'est un groupe d'une 20aine de personnes, un séminaire de recherche militant, on appelle ça, recherche militant. Avec des militants, alors plutôt de sensibilité libertaire, anarchiste, mais pas seulement, hein, qui s'appelle ETAP. Alors ETAP, c'est un nom compliqué, c'est Exploration théorique, anarchiste, pragmatiste pour l'émancipation, c'est le nom du séminaire. Et donc on a des gens qui sont, il y a quelques universitaires, et notamment des universitaires qui parfois viennent faire des topos, et puis des militants qui sont engagés dans la vie associative, syndicale ou des militants politiques, qui ne sont pas universitaires, qui sont la majorité. Notre idée, c'est qu'il faut qu'au moins les militants qui ne sont pas universitaires occupent au moins plus de la moitié du groupe. Autrement, l'universitaire reprend le dessus sur le groupe, comme dans beaucoup de groupes intellectuels. Et donc, on invite des gens, ou des fois des personnes qui sont dans le groupe proposent des textes. Alors, le texte n'est pas présenté par la personne. Il y a 2 rapports. Il a fourni son texte avant, il y a 2 rapports. Un rapport qu'on appelle compréhensif et un rapport critique, qui est fait par un militant. Donc il y a d'abord un militant qui va présenter le texte aux autres pour essayer de le faire comprendre, et il y a un deuxième raccord qui va poser des questions, qui va avoir les points critiques, limites. Et après seulement, celui qui a fait le texte réagit. Et ça peut être, par exemple, ce qu'on a déjà fait, des sociologues importants comme François de Singly qui viennent dans ce groupe et qui proposent un texte, et ça se passe comme ça. Et puis après, sur un site libertaire qui s'appelle Grand Angle, on publie l'ensemble des textes. Et plus les participants au séminaire peuvent donner un texte en fonction de ce que leur a fait penser la séance. Et tout ça, on publie, pour que ce soit après accessible à plus. C'est-à-dire, à la fois, il y a l'idée que ça devienne accessible, mais en même temps, il y a l'idée que ça ne peut se produire que dans un petit groupe sur une certaine durée. C'est-à-dire, il faut que le travail se cumule. Hein. Et donc, or, évidemment, à gauche, on privilégie une forme qui est celle de l'université populaire aussi, à Attac, etc. Je suis aussi à Attac. Qu'est-ce qu'on privilégie? La conférence-débat. C'est la forme, disons, qui est à 90% la forme de la gauche, hein, la conférence-débat. Mais, parce que c'est la seule forme où il peut y avoir du monde. Si on fait des ateliers ou des séminaires, il faut accepter qu'on fasse ça avec des petits groupes. Et donc, que ça ne soit pas ouvert à tout le monde, hein, d'une certaine façon, qu'on inscrive des gens, hein, donc que ce ne soit pas complètement ouvert. Donc voilà. Et donc, voilà, on peut essayer des choses. Aujourd'hui, on est dans l'invention, à mon avis, de dispositifs possibles pour essayer des choses qui contrebalancent cette logique qui peut être aussi une logique de domination de la logique, disons, du savoir universitaire dans ces dispositifs.
Oui, C'est bon. on a là-bas au fond. Oui. Oui, j'ai été très choquée de la manière dont vous avez présenté la pensée monolithique du monde diplomatique, que je ne lui prête pas et que je pense ses lecteurs ne lui prêtent pas. Et d'autre part, la manière dont vous avez parlé des militants qui passent d'une lutte à l'autre. Oh, ça marche mal, hein. Vous m'entendez là? Oui. Vous parlez des militants qui passent d'une lutte à l'autre, vraiment sans réfléchir. Alors je ne sais pas où vous voyez ça, parce que c'est pas ce que je vois. Alors vous avez parlé d'un dirigeant de gauche qui avait traité les protons de nigo, mais je pense que vous en êtes au même point en traitant de nigo les militants. Je crois qu'il y a un malentendu, parce que je suis militant depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et je n'ai pas été discontinué en tant que militant. J'ai fait toute la gauche. J'ai commencé au Parti Socialiste en 1976. J'ai suivi Jean-Pierre Chevènement au Mouvement des Citoyens, j'ai été membre des Verts, j'ai été membre de la Ligue communiste révolutionnaire, j'ai été membre du NPA et aujourd'hui je suis membre de la Fédération anarchiste. Je suis un syndicaliste à Sud Éducation. Je suis militant d'Attaque et du Conseil scientifique d'Attaque depuis les débuts d'Attaque. Je participe à toute la vie militante sur Nîmes parce que j'y habite et en partie sur Lyon. Donc je suis dans tous les réseaux associatifs militants. Et ce que je décris là, c'est ce que j'observe tous les jours. Donc je ne traite pas les militants de nigo, j'observe ce que nous faisons en tant que militants. C'est la réalité du militantisme. C'est-à-dire, le militant critique n'est pas plus avancé du point de vue du présentisme que les dirigeants politiques de gauche qu'il critique. Il est dans un zapping qui est très proche. On peut se gausser de Hollande, etc., mais les militants critiques sont très proches. Ils fonctionnent au zapping. Voilà. Et j'ai vu des gens, par exemple, à un moment donné, à Nîmes, gaz de schiste, ça marchait, et puis ça marchait plus. Donc les mêmes ont abandonné l'association et se sont mis sur autre chose. Et on essaye 1 mois, 2 mois quelque chose, et puis si ça marche pas, on passe à autre chose. Si ça marche, on dure un peu plus longtemps, et puis on passe à une autre lutte. Qui fait les bilans? J'ai pas vu. Qui a fait le bilan de la campagne de José Bové? Qui a fait le bilan de la campagne Mélenchon, etc. Qui a fait le bilan de Besancenot? Qui a fait de tous ces engouements passagers? Qui fait les bilans? Comment on s'appuie sur le passé pour penser ce qu'on vient de faire, au lieu de se laisser continuer sur des rails comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que les militants critiques dont je suis sont des caricatures de ce qu'ils critiquent. C'est ça le problème. C'est pour ça que la mort cérébrale de la gauche n'est pas la mort cérébrale de François Hollande, simplement. C'est beaucoup plus grave. Parce qu'une grande partie de ceux qui critiquent François Hollande sont dans le même état de mort cérébrale. Nous sommes en état de mort cérébrale dans les milieux militants de gauche critiques. Et je peux dire que sur la place de Nîmes et sur la place de Lyon, je connais la plupart des réseaux militants de gauche, et associatifs, syndicaux et politiques. Et comme je vous l'ai dit, j'ai assez bourlingué. J'ai été conseiller municipal, j'ai été élu, etc. J'ai bourlingué à différents niveaux des organisations, dans militants de base ou dans des postes de semi-responsabilité au niveau local, etc. Bon, donc j'ai même été, oui, j'avais 23 ans, j'étais conseiller municipal d'une ville de 25 000 habitants. Bon. Donc, tout ça, c'est une expérience. Alors, les militants, dont je suis, peuvent ne pas faire la critique de leur expérience. Ils peuvent continuer. Ils peuvent dire que tout le mal vient de François Hollande. Et ils peuvent lire le monde diplomatique. Et j'y viens à cette chose. Parce que j'ai été abonné pendant peut-être 30 ans au monde diplomatique. Alors, je connais un peu le monde diplomatique. Le problème, c'est que ce que je mets en cause ici dans la pensée monde diplo, c'est pas tout ce qui s'écrit dans le monde diplomatique. Au sens où il s'écrit des choses très diverses dans le monde diplomatique, notamment sur les questions internationales, ça dépend qui fait les papiers sur les différents pays. Quand je parle de monde diplo, penser monde diplo, c'est-à-dire des choses qui se répètent dans les différents numéros, c'est-à-dire quelque chose qui serait spécifique au monde diplomatique et qu'on retrouverait de numéro en numéro, qui serait l'élément commun de la pensée monde diplo, pas tout ce qui est divers. Bon. Ce qui est divers est le principal, mais ce qui se répète à travers les années, qu'on trouve dans les éditoriaux, dans les articles de société, dans une série d'articles comme ça. Bon.
davantage que sur tel ou tel pays. Bon. Et dans le livre La gauche est-elle en état de mort cérébrale, j'ai essayé d'identifier un certain nombre de choses de la pensée Mondiplo. Il y a notamment l'idée que c'est la faute aux médias. Alors, oui, c'est une des particularités du monde diplomatique de dire que le mal vient des médias et que les individus sont aliénés par les médias, par la propagande des médias, etc. etc. Voilà. Ça, c'est une caractéristique qui est transversale. Il n'y a aucune pensée sur la réception, sur les contradictions des médias, etc., dans le monde diplomatique. Aucune. Une deuxième caractéristique du monde diplomatique, c'est la faute à l'individualisme. C'est-à-dire, l'individu, c'est le mal. Et le collectif, c'est le bien. C'est une autre pathologie de la gauche dont je n'ai pas parlé ce soir. Bon, mais on pourra en parler beaucoup. Parce qu'évidemment, dans une société individualiste, dire que l'individu, c'est le mal et le collectif, c'est le bien, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire, c'est de parler entre soi et de ne pas parler aux individus tels qu'ils sont. C'est-à-dire, individualistes. Alors, si on veut changer la société, comme disait Marx, il faut partir des individus tels qu'ils sont, pas tels qu'on aimerait qu'ils soient. Il ne faut pas partir des individus imaginaires, il faut partir des individus réels, dit Marx. Bon. Les individus réels, ils sont individualistes. Alors évidemment, on aimerait que les gens s'aiment, se tiennent par la main, soient solidaires, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on les voit tout à fait. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on dit dans la pensée Mondiplo, et qui a une importance dans la gauche, c'est la faute à l'individualisme. Tout ça, avant les gens s'aimaient, avant ils étaient solidaires, c'était mieux avant, etc., etc. Donc il y a plein de pathologies qu'on retrouve dans ce noyau de ce que j'appelle la pensée Mondiplo. Ce noyau qui n'est pas présent dans la majorité des articles du monde diplomatique, mais de ce qui se répète de numéro en numéro, ce qui fait la spécificité du monde diplomatique, c'est une des obstacles à penser de manière critique aujourd'hui à gauche. Pourquoi ? Parce que le monde diplomatique est le mensuel, même s'il aujourd'hui a des difficultés comme toute la presse, est le mensuel qui a le plus d'écho dans les gauches de gauche. De loin. Aujourd'hui, Politis, ça doit être à peu près 10 000 ventes. Le monde diplomatique, on doit être encore à 100 000. Bon, vous voyez la différence. 10 000, 100 000. Bon. 100 000, c'est vraiment le plus gros média de la gauche critique. Et ce que je dis ici, c'est qu'à travers quelque chose qui s'est routinisé, et évidemment, ça nous entretient dans nos rails, donc on est plutôt content d'être entretenu dans nos rails. Donc si on nous dit ce qu'on attend qu'on veut qu'on nous dise, évidemment on est content. Si on est entretenu dans ces rails, on ne réfléchit plus. Et donc voilà, ce que j'ai voulu bien dire ici, évidemment parce que moi je suis plutôt engagé dans la gauche radicale, dans la gauche altermondialiste, radicale, libertaire. Bon. Et donc très hostile à la gauche de gouvernement, au néolibéralisme, etc. Mais ce que j'ai voulu faire dans ce travail, c'est aussi une dimension de critique de mes propres impensés, des propres préjugés de ma propre famille. Ce qu'il y a d'intéressant dans la pensée des Lumières, c'est pas de critiquer les autres. Penser par soi-même, c'est d'abord se critiquer soi-même. C'est d'abord critiquer ses propres préjugés, ses propres impensés. Et ça, on l'a complètement oublié. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, si on veut retrouver une activité intellectuelle, il faut aussi que la critique soit retournée contre soi-même. C'est-à-dire, penser par soi-même, c'est aussi penser contre soi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai pris, dans mes livres, parfois, au contraire, j'exagère dans le sens où, évidemment, je critique plutôt la gauche de gouvernement, la gauche social-libérale, etc. Ce que j'ai voulu faire ici, et surtout quand je m'adresse à des publics qui sont plutôt critiques, c'est au contraire de voir ce qui est transversal aux gauches critiques et aux gauches de gouvernement. Ce qui bloque autant les gauches critiques que les gauches de gouvernement dans les mécanismes intellectuels. Pour justement faire cet effort d'auto-analyse critique. Vous conseillez quoi comme lecture du jour ? Moi, je suis abonné à Mediapart, mais il y a des choses intéressantes sur Mediapart. Et, disons, il y a une plus grande diversité que dans le monde diplomatique dans la façon d'aborder les choses. Parce qu'il y a beaucoup de blogs, donc il y a toutes les sensibilités de la gauche sont présentes dans Mediapart, et toutes les sensibilités critiques très diverses. Et dans les journalistes aussi, il y a un éventail qui est plus large, il y a une moindre fermeture que ce qu'on trouve dans le monde diplomatique. Donc, dans l'état actuel, qui est, c'est vrai, assez pauvre du côté des médias, je recommanderais plutôt Mediapart. Après, il faut peut-être aussi se sevrer un peu de l'actualité quotidienne
Et donc, essayer de lire des revues, des livres, etc. Donc des choses qui sont sur le moyen terme, qui ne sont pas sur l'immédiateté. Donc des fois, il faut se sevrer. Donc moi, j'ai arrêté, par exemple, avant, je lisais systématiquement. Donc j'étais abonné au Monde diplomatique, mais je lisais presque tous les jours Le Monde et Libération. Bon. Donc j'ai arrêté ça. Donc il faut se sevrer un peu pour se décongestionner l'esprit, il faut un peu se sevrer. Donc j'ai arrêté tout, j'ai arrêté Libération, Le Monde et le Monde diplomatique. Mais je maintiens sur Mediapart. Non, mais j'écoute la radio aussi, et pour une information alternative, je trouve qu'on trouve des choses assez intéressantes sur Mediapart. Voilà. Comme information alternative. Après, on pense trop souvent qu'il faut réagir immédiatement à l'actualité. C'est ça le présentisme. C'est-à-dire que ce que tel homme politique a dit tel jour, hein, ce qu'il a dit tel autre jour, de contradictoire, etc., ce qu'il a fait, etc., alors quand on l'entend, on dit mais il faut dire quelque chose, il faut faire quelque chose, on est pris, etc. Bon, mais peut-être qu'il faut laisser reposer, et peut-être que 2 jours après, on trouvera ça dérisoire. Bon. Et 1 semaine, complètement. Bon. Et donc, laisser un peu reposer, ça ne fait pas de mal, je pense.